Urgence Santé vous fait gagner en santé, de nouveau avec vous ce soir dans l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse mais qui fait des ravages sur son passage. Eh bien, le tour de la question, c'est tout à l'heure sur le plateau de l'émission Urgence Santé avec le docteur Sarr Abdoul, cardiologue, spécialiste des maladies cardiovasculaires. Docteur Sarr, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes cardiologue, spécialiste des maladies cardiovasculaires. C'est bien cela, docteur? Oui, c'est ça. Alors, nous parlons de l'hypertension artérielle. D'emblée, que peut-on retenir de ce concept ou de cette expression? L'hypertension artérielle, bon, déjà, c'est une maladie qui est très fréquente. Donc, ça fait partie des premières causes de mortalité actuellement dans le monde. Dans le monde, et oui. particulièrement en Afrique. Parce que dans le temps, on a reconnu des maladies infectieuses comme le palu, la fièvre typhoïde, autre chose qui étaient les premières causes de mortalité. Mais depuis quelques années, c'est surtout les maladies cardiovasculaires qui deviennent la première cause de mortalité, actuellement dans le monde. L'hypertension. Et dans l'hypertension artérielle. Les AVC aussi. Bon, effectivement, les AVC aussi qui font partie des causes de l'hypertension artérielle. Donc, on va y arriver. On va y arriver, docteur. Qu'est-ce qui est finalement responsable de cette hypertension artérielle? Bon, l'hypertension artérielle, il faut savoir déjà que dans l'organisme, il y a le cœur qui éjecte une pression qui permet au sang de circuler dans les artères. Donc, quand il y a une anomalie ou une augmentation de cette pression, c'est ça qui amène l'hypertension artérielle. Ce qui se traduit cliniquement par des pressions artérielles qui tournent autour, qui sont supérieures ou égales à 140 mm de mercure pour la systole et 90, supérieures ou égales à 90 mm de mercure pour la diastole. Et quand vous parlez de 140, de 90, vous voulez parler de 14, de 9. Voilà, c'est le langage qui est très connu de la population. Effectivement, en centimètres de mercure. De mercure. Maintenant, le problème de cette affection, c'est qu'elle n'a pas de cause. Donc, toute maladie qui n'a pas de cause est difficile à traiter. Elle n'a pas de cause, mais il y a des facteurs qui existent qui font que cette tension s'élève. Donc, le système se dérègle. Docteur, on va revenir sur les facteurs de risque, mais repartons, faisons un tour en arrière. À quel moment, enfin je veux parler des valeurs, quelle est la valeur qui peut indiquer que là la tension artérielle est très élevée? À partir de quelle valeur? C'est ça que je viens de dire précédemment. Quelqu'un qui a une tension supérieure ou égale à 14 pour le premier chiffre, comme on le dit vulgairement, et pour le deuxième chiffre, supérieur ou égal à 9. Donc, quand vous avez 15 de tension, quand vous avez 16 de tension, vous êtes un hypertendu. Oui, si la prise est faite d'une manière correcte. D'une manière régulière, d'une manière correcte. Préciser ça aussi, parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient tout de suite au cabinet médical, je lui prends la tension, je vois 15 de tension et je le déclare tout de suite hypertendu. C'est des erreurs que nous faisions dans le passé, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut répéter les prises ou prendre la tension à la maison, qui est l'idéal d'ailleurs, qu'on appelle l'automesure, où actuellement il y a des appareils qui existent où on met le brassard sur la personne. On y reviendra un peu plus bas, voilà, dans notre entretien. C'est surtout ça, mais ce n'est pas en une seule prise. Mais comme vous l'avez dit, si c'est confirmé que la tension est au-delà de 14, 9, vous êtes déclaré hypertendu. Alors, revenons avec les facteurs de risque. Donc, les facteurs de l'hypertension artérielle, il y en a beaucoup. Il y a déjà tout ce qui est alimentation, donc les gens qui mangent beaucoup de sel. La mauvaise alimentation. Voilà, surtout le sel qui est un gros facteur de risque d'hypertension artérielle. Et ça, en Afrique, nous consommons beaucoup de sel. Parce que logiquement, nous tous, on ne doit pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Ah, on ne doit pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Voilà, alors qu'il y a certains aliments que nous utilisons tous les jours dans le quotidien, comme les bouillons. Et un seul bouillon contient 5 grammes de sel par jour. Un seul bouillon, vous voulez parler des cubes? Je ne dis pas le nom. Non, on ne dit pas le nom, mais on annonce quand même. Si un seul bouillon contient 5 grammes de sel, vous imaginez, nos épouses, nos sœurs, vous en mettez 3 à 4 dans le repas, plus ce que vous ajoutez. À la recherche du goût, on en met un peu plus. Et le sel à table. Donc, ce qui fait que le sel, c'est un gros facteur de risque, ce qui fait que les Africains commencent à devenir des hypertendus. Il y a le cholestérol, il y a l'alimentation, tout ce qui est gras entraîne une diminution des vaisseaux, donc ce qui va augmenter la tension artérielle. Il y a la sédentarité. La sédentarité. Les gens qui ne font pas de sport, ne bougent pas, ils ne font pas de sport, ils sont sédentaires. Font de l'hypertension artérielle. Et il y a certaines maladies qui sont associées à l'hypertension artérielle. Il y a le diabète qui peut favoriser la survenue de l'hypertension artérielle. Et j'ai omis quelque chose de très important. Allez-y. Il y a le tabac.
Ah, le tabac aussi. Les gens qui fument peuvent devenir hypertendus et l'alcool. Et l'alcool, la favorise consommation aussi la abusive. survenue de l'alcool. Bon, entre autres, je cite ces éléments, mais il y a beaucoup de facteurs qui nous font qu'on devient hypertendu. Et le plus gros actuellement, c'est le stress. Le stress. Oui. Donc, toute personne qui est stressée a de très mauvaises chances de devenir rapidement hypertendu parce que le stress augmente la fréquence cardiaque, augmente certaines hormones qui font que les gens deviennent hypertendus, ce qui est le cas actuellement. Parce qu'à l'époque, quand les Africains n'étaient pas trop stressés, on disait qu'il n'y a pas d'hypertendu en Afrique. Mais depuis que nous tous, on est devenus stressés. Tout le monde devient stressé, voilà, la dépression, voilà, ça se remarque partout. C'est une maladie qui devient de plus en plus fréquente en fait. Donc c'est entre autres les facteurs qui favorisent la survenue. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de cause, dans certaines hypertensions, il y a une cause. Par exemple, il y a l'hypertension chez les sujets jeunes. Voilà. Quelqu'un de moins de 30 ans ou 25 ans qui vous fait de l'hypertension artérielle, en général, il faut chercher ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Donc ça, c'est le cas. Quand on trouve la cause, on traite et la personne est guérie. Voilà. Mais c'est très rare. C'est très rare. C'est dans 90% des cas, c'est l'hypertension essentielle qu'on voit chez les gens un peu plus âgés. Et ça, il n'y a pas de cause et il n'y a pas de traitement définitif. Alors, on va essayer de comprendre un tout petit peu certaines notions. Tout à l'heure, vous venez de faire le lien entre l'hypertension et le diabète de type 2. Alors, comment expliquez-vous ce lien-là? Parce que très souvent, on dit que le diabète, c'est une maladie due au sucre, à la consommation excessive du sucre. Par contre, l'hypertension, c'est la consommation excessive du sel. Comment se fait ce lien-là? Oui, parce que quand on regarde le mécanisme déjà de l'hypertension artérielle, la tension touche les tuyaux qui irriguent le sang au niveau de l'organisme. Les artères. Voilà, les artères. Donc, quand il y a un rétrécissement de l'artère, donc il peut y avoir une augmentation de la pression. Et le diabète, c'est l'une des maladies en fait qui détruit plus les artères que la plupart des autres maladies. Donc, quand le diabète, avec l'excès de sucre, il y a une atteinte au niveau de l'artère, donc forcément la pression va monter. Et le diabète aussi a une complication au niveau rénal. Et le rein fait partie des organes qui normalisent la tension. Donc, quand il y a une destruction du rein, il ne joue plus son rôle et la tension a tendance à augmenter. Donc, ce qui fait que des fois, on les appelle des jumelles, en fait, l'hypertension et le diabète. Alors, est-ce que ces facteurs de risque peuvent se confondre aux complications de la tension artérielle? Pas forcément, ce n'est pas la même chose du tout. En fait, les facteurs sont ceux qui entraînent la tension. Exactement. Les complications, c'est après la tension. Après la tension artérielle. Voilà, donc quelqu'un qui est hypertendu, qui vous fait des tensions, des chiffres très élevés, donc petit à petit, il va détruire certains organes, comme au niveau du cœur lui-même, la tension joue sur le cœur lui-même, la tension joue sur le cerveau. À ce moment-là, on peut être victime d'une crise cardiaque. Voilà, d'un infarctus, parce que le cœur va grossir. Il fait tellement d'efforts que ça donne le gros cœur. Ça peut donner effectivement un infarctus du myocarde. Ça peut jouer sur le rein. Ça donne l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale. Et il y en a beaucoup ces temps-ci. Et qui connaît l'insuffisance rénale, la prise en charge, elle est vraiment difficile. Donc, ça peut jouer au niveau des yeux. Donc, la tension ça va jusque-là. Oui, ça peut détruire les yeux, la vue. Effectivement. Donc, il y en a qui perdent la vue. Et le gros problème que nous connaissons tous, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est les AVC. Donc, ça fait partie des complications. Donc, on essaie de cibler surtout 4 grands groupes, les yeux, le cerveau, le cœur et le rein lui-même, et avec les artères. Et est-ce que ça peut aller jusqu'au dysfonctionnement érectile? C'est l'une des complications de l'hypertension artérielle. Effectivement, on essaie de faire la part des choses. C'est un gros fléau. Même là, actuellement, nous sommes en train de faire une enquête sur la dysfonction érectile chez les hypertendus. Vous êtes en train de faire une enquête? Voilà, parce qu'on a remarqué que c'est très fréquent chez les hypertendus. Il y en a qui incriminent les médicaments, c'est vrai. Ça peut arriver que certains antihypertenseurs, effectivement, peuvent entraîner une baisse de la libido ou la dysfonction érectile. Et d'autres, c'est vraiment l'hypertension. Parce que quand on parle de sexualité, surtout chez l'homme, c'est le sang qui arrive au niveau de l'organe qui permet l'érection. De l'organe, voilà, masculin, oui. Donc, si le tuyau a des soucis, ou il est bouché. Il est bouché. Donc, le sang a du mal à arriver. Donc, ça va entraîner forcément une dysfonction érectile. Mais on est en train de faire des études là-dessus pour essayer de comprendre. Alors, parlons du diagnostic. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas en une prise qu'on peut déclarer une personne hypertendue. Alors, comment se fait le diagnostic de l'hypertension artérielle? Donc, actuellement, il y a 3 grandes techniques. Donc, déjà, il y a la mesure au cabinet. Donc, quelqu'un qui vient voir le médecin au cabinet, il doit déjà se reposer. C'est comme j'ai dit. Il doit commencer par se reposer. Se reposer, au moins une quinzaine de minutes, voire une demi-heure. Ce n'est pas que vous arrivez tout de suite. Aussitôt, on prélève la tension. Non, ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on va fausser les chiffres, puisque c'est en fonction de la fréquence cardiaque. Donc, si votre cœur est accéléré et qu'on prenne votre tension tout de suite, donc forcément, ça va s'élever. Donc, la personne doit se reposer. Et quand il voit le médecin, donc, on doit prendre la tension
au niveau des deux bras. Ah, Donc, au niveau des deux bras. Donc, parce qu'il y a certaines maladies qui font qu'il peut y avoir une différence. Donc, on prend la tension au niveau des deux bras et on essaie de voir en fonction des chiffres. Donc, si c'est quelqu'un qui a une tension autour de 15, 14 et demi, 15, donc on essaie de voir le contexte. C'est pour ça que l'interrogatoire est important. Est-ce que la personne n'est pas stressée? Est-ce qu'elle a bien dormi? Interrogatoire. Voilà, est-ce qu'elle a bien dormi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut la convoquer pour une deuxième consultation. Ah. Donc, c'est au bout de cette deuxième consultation, si les chiffres persistent, malgré tout ce qu'on a eu à faire comme mesure diététique, là, on déclare la personne hypertendue. Donc, la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'automesure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'hôpital, qui n'aiment pas l'hôpital, qui ont peur. Donc, il suffit de voir la blouse, la tension à 20. Ah oui, ça, et la personne stresse déjà. Voilà. Donc, et des fois, on les traite à tort pour de l'hypertension, alors qu'ils ne sont pas hypertendus. En fait. Donc la blouse peut augmenter la tension artérielle? Effectivement. Il y a même un terme qui existe pour ça, on dit hypertension blouse blanche. Hypertension blouse blanche. Il y en a beaucoup dans la société, comme ça, médecins ou autres personnes, donc ça peut arriver. Donc pour éviter ça, on demande à la personne de prendre sa tension à la maison. Donc on essaie de l'autosurveillance. Voilà, l'automesure à la maison. Donc la personne fait 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, pendant 3 jours, et amène les résultats à l'hôpital. Parce que ça, c'est vous-même. Vous levez, vous avez pris votre douche, ou tranquillement. Donc, vous prélevez votre tension et vous notez. Voilà. Donc, vous amenez au médecin. Donc, si avec ces chiffres-là, il y a une moyenne que nous faisons et que c'est élevé, là, on déclare hypertendu. Donc, la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la mesure ambulatoire, la pression artérielle aussi par la MAPA. C'est un petit appareil, c'est comme un boîtier, donc avec un brassard. Donc, on place sur votre bras, ça prend votre tension la journée toutes les 15 minutes. Et la nuit, toutes les 30 minutes. Vous partez au boulot avec vous arrivez ici, par exemple, avec votre appareil. Donc, durant une émission, votre tension peut monter. Alors que si c'était à l'hôpital, ça s'arrête normal. Donc, ça nous permet de voir votre tension dans votre vie quotidienne, même en dormant. Parce qu'il y a des gens qui élèvent leur tension en dormant. Donc, ce sont les 3 techniques que nous utilisons actuellement pour essayer de poser le diagnostic de l'hypertension artérielle. Alors, est-ce qu'il y a une position habilitée ou que vous conseillez lors de la prise de la tension artérielle? Il y a 2 positions qui sont valides. En fait, il faut être assis, déjà les pieds au sol. Parce qu'il y en a les pieds doivent être au sol. Voilà. Et le bras doit être dans cette posture. Voilà. Le bras doit être soutenu par quelque chose et dans cette position. Donc, et vous fermez le poing, il faut compresser. Pas forcément. Pas besoin. Si on n'est pas obligé de... Si on ferme même, on augmente la pression, ce n'est pas la peine. On est détendu. Il faut être détendu. Il faut être bien détendu. J'ai l'habitude de dire à mes patients, pensez à la plage, comme si vous êtes à la plage. Il faut être détendu. Donc même à la maison, avant de prélever la tension, il faut observer un petit repos. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit au lever du lit. C'est quand on se réveille, l'appareil au chevet du lit, on place notre appareil et on prend la tension. Le soir, pareil, on fait la même chose. Il ne faut pas être vraiment dans une situation stressante ou autre chose. La deuxième, c'est être allongé. Sur le dos, tranquillement, on prend sa tension. C'est les 2 techniques qui sont préconisées. Maintenant, si on veut chercher des causes de l'hypertension artérielle, on peut demander à la personne de se mettre debout. Parce qu'on a vu que certaines personnes, surtout les personnes âgées, quand elles peuvent avoir des vertiges. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypertension ou l'hypotension orthostatique. Donc, en fait, quand ils se mettent debout, ils ont commencé à avoir des vertiges. Ils sont un peu, donc, on essaie de vérifier leur tension debout, mais ça, c'est pour chercher une autre cause. Une autre cause. Mais sinon, c'est les 2 techniques que nous utilisons. Alors, est-ce qu'il y a des critères pour faciliter le choix d'un tensiomètre? Cet appareil qui sert évidemment à prélever la tension. Effectivement, malheureusement, sur le marché, il y a beaucoup d'appareils qui ne sont pas homologués. Malheureusement. Il y a beaucoup d'appareils qui ne sont pas homologués. On se lève, on va en pharmacie, on va dans un centre, ou même, je vois des fois des vendeurs ambulants qui vendent des tensiomètres, mais ce n'est pas homologué, malheureusement. Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Et vous ne le conseillez pas? Du tout. Et donc, donnez-nous les critères pour aider la population. Bon, il y a des marques qui sont connues. Il y a des marques. Et il y a des fournisseurs qui sont connus, en fait, parce qu'ils ont carrément des agréments avec tous les documents qu'il faut. Parce que l'appareil doit être bien étalonné. Donc, je pense qu'il faut éviter d'acheter les appareils dans la rue. Voilà, ça crée beaucoup de problèmes et ça, ce n'est pas l'idéal en fait. Donc, c'est mieux de consulter un médecin, un professionnel de la santé pour avoir qui peut vous les consignes. Par rapport aux différents types de tensiomètres, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Venons-en à la prise en charge, docteur Sarr. Qu'est-ce qu'il sied de connaître? Bon, déjà, pour la prise en charge, j'aurais peut-être commencé par le diagnostic. On a déjà posé le diagnostic. Voilà, on a déjà posé le diagnostic. Mais je voulais rebondir sur quelque chose quand même, que les gens disent souvent, je n'ai pas de signe. Ah oui. La tension artérielle est asymptomatique. Voilà, il y a des gens qui ont 22 de tension, quand on vérifie leur tension, mais pourtant, docteur, je me sens bien. Il faut que les gens comprennent que
l'hypertension artérielle n'a pas de signe. Ah, n'a pas de signe. Voilà, il n'y a pas de signe pathognomonique, c'est-à-dire des signes spécifiques à la tension. Mais il peut arriver chez certaines personnes, quand l'hypertension est plus ou moins sévère, ils peuvent avoir un peu de vertige, un peu de maux de tête, des bourdonnements d'oreilles. Mais c'est pour ça qu'on appelle le tueur silencieux. Donc il ne faut pas que les gens se disent, tant que j'ai pas mal, je ne dois pas aller vérifier ma tension. Il doit attendre un certain signe. Voilà, parce que le palu peut donner des maux de tête. Donc ce n'est pas spécifique à la tension. Donc déjà, par rapport au diagnostic clinique, il faut que les gens comprennent cela. C'est durant les complications qu'on découvre les hypertendus, malheureusement. Malheureusement. Donc, pour ce qui est de la prise en charge... Docteur, avant d'arriver donc à la prise en charge, puisque vous venez de souligner quelque chose d'important, à ce moment-là, qu'est-ce que vous conseillez? On devrait prélever la tension au quotidien? L'idéal serait quand même de voir sa tension au moins une fois par an. Au moins une fois par an? Voire une fois chaque 6 mois. Si vous avez des facteurs de risque, par exemple, si vous êtes en surpoids, si vous avez dans votre famille des gens qui sont hypertendus, donc il faut vérifier sa tension au moins chaque 6 mois, voire une fois par an. Ça, c'est systématique en fait qu'il faudra le faire. Voilà, c'est le conseil qu'on essaie de donner aux uns aux autres. Ceux qui peuvent le prendre chaque mois aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà, mais au moins qu'on ait une idée. Une fois la semaine tension, aussi, voilà, pourquoi pas. C'est pas mauvais du tout. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de la prise en charge de l'hypertension artérielle, il y a 2 volets, je pense que vous le savez. Vu que c'est une maladie qui n'a pas de cause, et l'hypertension est essentielle bien sûr, donc c'est une maladie qui ne guérit pas. Voilà. C'est que les gens ne comprennent pas. S'il y a une cause, c'est le paludisme par exemple, on sait que c'est un parasite. Voilà. On met le médicament. On traite le palu, voilà. Mais la tension, c'est beaucoup de facteurs. On ne peut pas soigner le stress. Mais on peut agir sur certains autres facteurs qui permettent de baisser la tension. Comme par exemple le surpoids. Donc, on commence par les mesures hygiéno-diététiques. On demande à la personne, il faut diminuer le sel, il faut boire beaucoup d'eau, il faut arrêter le tabac. L'alcool, on demande aux gens d'arrêter, mais avec nos contextes, c'est un peu difficile. Donc, il y a des recommandations qui sont sorties qui disent que, bon, on peut prendre 1 verre, voire 2 verres de vin par jour ou par semaine, mais ce n'est pas l'idéal. Voilà, si le mieux serait d'arrêter complètement. Ça ne sert à rien du tout. Donc, on associe ces mesures à l'activité physique. Donc, il faut faire au moins une demi-heure de marche 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ce sera l'idéal vraiment. Ceux qui peuvent marcher tous les jours, il faut le faire. Que ce soit pour l'hypertension ou autre chose, de toute façon, la marche, c'est le meilleur médicament pour toutes les maladies. Donc ça, c'est les mesures hygiéno-diététiques qu'on essaie de faire. Éviter trop de viande, manger plus de poissons. Des graisses. Voilà. Prendre des fruits et légumes. Voilà. Si c'est possible, tous les jours, ce sera l'idéal vraiment. Et en fonction de tout ça, je pense que ça permet déjà de baisser la tension. Et ceux qui ont des hypertensions légères, c'est découvert très tôt, ils peuvent en guérir. Voilà, la tension va se normaliser. Va se normaliser. Oui, si en respectant tôt, ces mesures hygiéno-diététiques. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu être normalisés avec ces mesures-là, il faut aller aux médicaments. Donc, ça, c'est aussi un volet qui est très important parce que la prise en charge de l'hypertension artérielle, j'aime pas le terme à vie, mais j'ai dit aux gens jusqu'à 150 ans quand même, il faut prendre sa petite molécule. Parce qu'il faut savoir que, comme ça ne guérit pas, donc nous, la seule technique qu'on a trouvée, c'est, je prends l'exemple des fois, s'il y a une centrale électrique qui envoie le courant. Par exemple, votre ampoule, s'il doit avoir 10 ampères et qu'on envoie 300 ampères, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater. Ça va éclater. Et c'est la même chose que la tension. Donc, si on envoie des pressions de 17 tous les jours à l'œil, au cerveau et au cœur, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Donc, le seul moyen, c'est quoi? On ne peut pas réparer la centrale. Il faut mettre un transfo. Exact. Donc, le transfo... Pour équilibrer la tension et tout. Donc, quand on met le transfo, ça transforme les 18 en 12, 13, qui arrivent au niveau des organes. Donc, ils vivent normalement. Voilà, normalement. Et le médicament, c'est le transfo. Donc, et toute chose qui rentre dans le ventre, sa durée de vie en général, c'est entre 24 et 72 heures. C'est comme quand on mange aujourd'hui, demain matin on a faim. C'est éliminé en fait. Donc les malades confondent disant que quand je bois, ça s'emmagasine. Non, ça sort. Ah, ça sort. Donc ce qui fait qu'on est obligé de prendre tous les jours si on veut éviter de faire un AVC. Oui, parce que vous avez des patients, docteur, dès qu'ils se sentent un peu mieux, en tout cas ils abandonnent le traitement sans pourtant faire recours aux médecins. Malheureusement, c'est ça qu'on voit tous les jours. Parce que quand ils viennent, nous on contrôle à 12, 11, 10, je vais bien. Mais ils oublient que c'est grâce aux médicaments qu'ils vont bien. Le jour où ils vont arrêter le médicament, 2 jours après, ça remonte. Ça remonte. Et après, il nous arrive avec des complications. Il a perdu la vue, il a fait le gros cœur, il a fait l'insuffisance rénale. Et c'est la mort subite qui intervient. La mort subite. Donc, au lieu de prendre 1 comprimé par jour, quelqu'un qui fait un AVC se retrouve avec 6 comprimés par jour.
Pour une ordonnance de peut-être 1000 francs, il va se retrouver avec une ordonnance de 150 000. Donc pour avoir laissé un comprimé par jour. C'est ça un peu le drame par rapport à la prise en charge. En fait. Alors d'autres encore ont du mal à supporter le traitement prescrit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir chez le médecin ou bien se fier à d'autres patients parce que vous avez cette habitude-là qui revient tout le temps. Quelqu'un a suivi un certain traitement et a trouvé que ça marchait bien avec lui. Et bien le conseil à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne conduite? Ça, c'est une très bonne question quand même, parce qu'on rencontre ça très souvent. Il faut savoir que le traitement de l'hypertension artérielle, il faut personnaliser. Ah, il faut personnaliser. Il n'est pas dit qu'il y a au moins 6 grandes familles d'antihypertenseurs. Ah. Et dans chaque famille, il y a beaucoup de médicaments. Donc un médicament peut aller à X, ne peut pas aller à Y. À Y. Donc quelqu'un chez qui je mets un médicament, c'est pour ça qu'en fait, quand on met un médicament chez quelqu'un, on ne lui dit pas, vas-y. Il dit, je vous mets un traitement, revenez me voir dans une semaine. Mais s'il y a ça, revenez me voir plus vite. Donc, si cette famille ne marche pas, on change de famille. On change de traitement, de voilà, de famille. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas l'arrêter parce qu'on n'a pas supporté. Parce qu'effectivement, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Exactement. Mais ça se personnalise, en fait. D'où l'importance vraiment de tisser des relations avec son médecin. Avec son médecin. Et de discuter. Il n'y a pas de sujet tabou dans la prise en charge de l'hypertension artérielle parce que c'est un fléau, en fait. Donc, et pas dire que monsieur tel a pris tel médicament, c'est ça qui m'irait mieux. Voilà. Peut-être que lui, il n'a pas de problème de rein, et vous avez un problème de rein, vous prenez le même médicament que lui. Et ça va causer d'autres problèmes. Voilà, ça, il faut l'éviter en fait. Alors d'autres, par contre, développent une certaine dépendance. Après avoir suivi un traitement de l'hypertension artérielle pendant un certain temps donné, même quand la tension se normalise, vous allez constater que ces personnes ont parfois du mal à trouver le sommeil et donc finissent par être accros ou sinon accrochés, collés aux médicaments. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une possibilité ou un moyen de se défaire de cette dépendance-là? Bon, ça, je pense qu'il faut nuancer. Parce que le traitement de l'hypertension artérielle ne crée pas de dépendance. C'est une nécessité en fait. Voilà. Là, on est obligé de prendre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris son médicament antihypertenseur qu'on ne dort pas. Parce que j'ai vu certaines personnes en fait prescrivent des anxiolytiques, voire des tranquillisants. Voilà. Pour quelqu'un qui arrive, qui fait de la tension, on lui dit, bon, je te mets un tranquillisant ou un somnifère. Pour t'aider à dormir. Pour t'aider à dormir, ça va normaliser. Mais c'est ça l'erreur. Ah, c'est une erreur, docteur. Non, le somnifère, ce n'est pas un antihypertenseur. Et qui prend un somnifère pendant longtemps crée une dépendance. On ne pourra plus dormir. Alors donc ça n'a rien à voir avec le traitement de l'hypertension artérielle. Non, non. Quelqu'un qui est stressé, on peut lui mettre un anxiolytique ou un somnifère pendant 2 jours, le temps de régler le problème d'une manière psychologique. Mais j'ai vu effectivement qu'il y en a qui prescrivent des tranquillisants ou des somnifères pendant très longtemps et le malade pense que c'est ça son traitement. Et ça crée de l'accoutumance. Donc c'est une erreur en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une bonne question, mais il faut faire la part des choses entre anxiolytiques ou antidépresseurs, voire somnifères et antihypertenseurs. Ah. Voilà. Alors une question me revient à l'esprit. Tout à l'heure on parlait de l'activité physique qu'il faudra observer. Alors est-ce qu'un hypertendu peut courir, peut faire une activité physique? Vous avez des gens qui vous diront, mais moi déjà il y a la tension qui monte et si je me mets à sauter, c'est comme si je vais augmenter la pression. Alors il y a une certaine peur qui gangrène ces personnes-là. Docteur, à vous. Effectivement, c'est des questions qui nous reviennent souvent. Ah. Si la tension n'est pas bien équilibrée, par exemple quelqu'un qui a 18 de tension, je ne vais pas lui dire allez-y courir aujourd'hui. Mais si la tension est normalisée, donc c'est obligatoire de faire de l'activité physique. Ou si la personne commence à développer de l'hypertension artérielle, quelqu'un qui a une tension de 14-15, voilà. Donc qui est encore au tout début. Surtout de faire du sport. Parce qu'il y a des études qui ont montré que quelqu'un par exemple qui a 15, il fait de l'activité physique régulière, donc il va descendre à 13, sans médicaments. Wow. Donc pour vous dire que le sport, au contraire, est conseillé chez l'hypertendu et le diabétique. Donc ce n'est pas une excuse en fait, ceux qui disent que je suis hypertendu si je cours. Au contraire, en courant, on baisse la tension. On baisse la tension, on ne l'augmente pas mais on la baisse. On la baisse. Et surtout, bon, même si la personne ne veut pas courir, parce que j'entends ici quand quelqu'un a 50 ans, je suis vieux, je ne peux pas courir, c'est qui n'est pas vrai. Le meilleur sport, c'est la marche. Ah, le meilleur sport, c'est la marche. Voilà, c'est la marche militaire, la marche rapide, une demi-heure, vous transpirez bien, vous éliminez tout ce qui est sel, vous éliminez tout ce qui est gras. Et voilà, ça va baisser votre tension. Mais si vous faites votre marche en la séquençant, par exemple, le matin, vous prenez 15 minutes,
et en fin de journée, vous prenez 15 minutes parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ces 30 minutes-là tous les jours, docteur, avec le train-train de la vie quotidienne. Est-ce que ça sera toujours bénéfique? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça qu'on dit par jour. Donc, il y en a qui le font. Ils font 15 minutes en allant, 15 minutes au retour, et puis ça leur fait leurs 30 minutes par jour. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, docteur, nous allons à propos parler de la conduite à tenir à propos des visites chez le médecin. Parce que là encore, il y a un véritable problème. Il faudra vraiment insister pour sensibiliser. Très souvent, le constat est que dès que la personne se sent mieux, en tout cas, il abandonne. Même quand le médecin a donné un prochain rendez-vous, il ne revient pas. Pour ne revenir que lorsqu'il y aura apparition de certains symptômes ou de certaines complications. Un mot à propos. J'aime dire aux gens, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous avez un véhicule, est-ce que les gens attendent qu'il y ait une panne pour aller au garage? Je pense que après avoir roulé un certain nombre de kilomètres, on doit aller chez le garagiste. Il y en a d'autres qui attendent un docteur, ils sont parfois surpris. C'est ça qui est dommage en fait, parce que moi je me dis, le contrôle il est nécessaire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une complication pour voir son médecin. Donc c'est la même chose. L'organisme c'est comme une machine. On l'utilise tous les jours. On mange des choses, on utilise la bouche, on utilise les yeux, on utilise le cœur. Donc, il est obligatoire d'aller voir s'il y a un problème. Et c'est le fléau en Afrique un peu. On attend de tomber malade pour aller se contrôler. Pour aller se consulter, pour aller voir son médecin. Voilà. Alors qu'on voit quelque chose très tôt, un cholestérol qui est un tout petit peu élevé, il faut arrêter ça, diminuer ça, ça se règle. On ne va pas attendre d'aller boucher ses artères, de faire un AVC pour venir à l'hôpital. Donc, vraiment, moi, le conseil que je donnerais aux gens, comme ça, malade ou pas, il est important de voir son médecin au moins chaque 6 mois. Surtout qu'il est dit qu'une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, docteur. Nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Quel comportement adopter au quotidien pour se prémunir de l'hypertension artérielle? Ça va être un résumé pour aider la population. Voilà, donc on va se répéter. Il faut qu'on comprenne que c'est une maladie qui est grave. On dit qu'il y a beaucoup d'AVC au Congo, à Pointe-Noire, beaucoup de gros cœurs, beaucoup de ceci, cela. Parce que nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour éviter ces affections-là. Donc, essayons déjà de commencer à vérifier notre tension artérielle. Il y a la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui arrive le 17. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de centres qui vont essayer de faire des consultations gratuites. Il faut aller vérifier sa tension. Il faut aller vérifier. Voilà. De 18 jusqu'à 90 ans ou 100 ans, il faut aller vérifier sa tension. De 18 à plus. Voilà, à plus. Il faut aller vérifier sa tension. Ça, c'est une priorité en fait. Il faut essayer de voir le médecin au moins une fois par an. Ça, c'est la chose à faire aussi. Et que nous changeons nos habitudes de vie. Voilà. Surtout alimentaires. Surtout alimentaires. Voilà, je vois qu'au Congo, il y a beaucoup de fruits. Mais c'est rare de voir les gens acheter des fruits. Ici, on n'achète même pas la papaye. En tout cas, ils n'en consomment presque pas. Donc, il faut les fruits et légumes, c'est nécessaire. Qu'on diminue la viande. Il faut diminuer la viande. Viande rouge. La viande rouge, voilà. Qu'on mange plus de poisson ou de viande blanche. Ce serait ça l'idéal, vraiment, pour prévenir cette infection qui sera un fléau. Les petites études qu'on a eu à faire, chez les adultes, il y a au moins 3 à 4 sur 10 Congolais qui sont hypertendus. 3 à 4 sur 10. Et ça, c'est des gens qu'on a dépistés. Donc, beaucoup de gens s'ignorent. Exactement. Voilà. Et ceux qui sont sous traitement aussi, on leur conseille de continuer leur traitement. Parce que quand on regarde, c'est seulement 2 sur 10 qui prennent leur traitement régulièrement. Donc, ce qui fait qu'on arrive à beaucoup de maladies. Parce qu'ils sont négligents. Ils sont négligents malheureusement. Et quand je discute avec notre néphrologue tout de suite, les maladies du rein ne font qu'augmenter. Et qui connaît la dialyse dans nos pays, c'est vraiment pas évident. Donc je pense qu'il faut éviter d'aller à ces complications-là. Docteur, merci. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci à vous. En tout cas, Urgence Santé vous fait gagner en santé. C'est fini pour aujourd'hui. Et nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Lux Télévision.